Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire Expat Pro. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Davina qui va nous parler de management holistique et qui fait partie des expertes du réseau. Alors en quelques mots, Davina est consultante en management holistique et expatriée elle-même à Chypre. Elle accompagne des professionnels et des entrepreneurs en mobilité internationale dans leurs enjeux de performance, d'organisation et d'équilibre, ce qui est tout le sujet du jour. L'approche globale intègre les dimensions humaines, émotionnelles, organisationnelles afin de favoriser une réussite durable et notamment dans des contextes multiculturels. Donc, elle va nous présenter son sujet axé sur la création d'activités professionnelles alignées avec les réalités de la mobilité internationale. Davina, Tout c'est à toi. tout à fait, merci Margot et merci à Expat Pro de nous permettre d'avoir des moments comme ça où on peut partager nos connaissances. Catherine, Cécile, vous étiez mes contacts jusqu'à maintenant, mais je suis honorée de vous avoir ici avec nous. Euh, donc en fait, la plupart des professionnels que je rencontre personnellement, qui sont souvent entrepreneurs, expatriés, managers, il manque pas forcément de compétences, il manque surtout de motivation, ou alors ils ont de la motivation, mais ils ont un problème de temps. Ils sont arrivés à un moment donné où il s'est passé trop de choses, donc on a une sensation de je sature, et on sature pas parce qu'on en fait trop, mais on sature parce qu'on tout ce qu'on est en train de faire devient prioritaire en même temps. Donc on n'a pas d'espace mental, on n'a plus d'espace émotionnel. Notre espace pour décider avec clarté est très minimisé et très souvent on a le sentiment d'avancer beaucoup, mais sans toujours se sentir aligné avec ce qu'on fait. Ce webinaire, je l'ai fait il y a plusieurs années en arrière et il est toujours d'actualité et en fait il est né d'une réalité. C'est-à-dire que pour donner des méthodes supplémentaires, pour ne pas donner des méthodes supplémentaires, j'ai décidé de proposer une approche de façon à regarder le temps, l'énergie et la communication dans nos vies professionnelles. Et que ça soit plutôt, au lieu de s'organiser en termes de temps, qu'on s'organise plutôt autour de notre énergie, de notre temps, évidemment, mais de la communication aussi. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est en fait un ensemble de petits outils, on va dire, qui vont vous permettre de recréer un équilibre et un équilibre qui donne du sens. Je ne vais pas commencer par me présenter pour l'instant, on en reparlera plus tard, mais j'aimerais d'abord parler un peu mieux du sujet et pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Et avant tout, j'aimerais décider de vous poser une question. Qui a le sentiment de manquer de temps? C'est-à-dire qu'on a trop souvent de choses à faire, trop de choses à gérer, trop de demandes, trop de décisions et pas assez d'espace pour respirer. En tout cas, moi, c'était mon cas et ça l'est parfois encore aujourd'hui. Le problème, c'est pas qu'on manque de temps, le problème, c'est qu'on n'a pas, on n'a plus la clarté pour essayer de définir les objectifs. Et c'est davantage reconnu chez les expatriés et les entrepreneurs parce que on est tout le temps dans l'adaptation, la logistique et parfois la solitude aussi, décisionnelle ou bien solitude de manière générale. Et il y a aussi beaucoup d'attentes très souvent venues de nous tous. Alors, je suis en train de changer les slides en même temps puisque je ne vois pas ce que je lis. En tout cas, nous avons tous 24 heures par jour, ok, mais nous ne vivons pas tout le temps de la même manière, tous le temps de la même manière. Le temps, c'est pas uniquement un agenda, c'est aussi une expérience. Et cette expérience, elle est influencée par notre énergie, notre état émotionnel, notre clarté et la qualité de nos interactions. C'est pour cela que parfois on a des journées qui nous semblent débordées, où on a l'impression qu'on avance, mais en étant pas très réalistique de la réalité. Et donc, pour nous, en tant qu'expatriés et entrepreneurs, la pression, elle est très souvent double. Il faut performer tout en s'adaptant à une nouvelle culture, à des codes, à une façon de communiquer différente. Et chez les entrepreneurs, s'ajoute souvent aussi le fait de porter beaucoup, donc des décisions, des responsabilités, des incertitudes, une charge émotionnelle également. Et très souvent, à un moment donné, quand ça coince au travail ou dans l'avancement de nos projets, le stress, la surcharge, la communication devient difficile. C'est pas
technique, mais c'est ce qu'on appelle d'habitude un déséquilibre plus global. Et il y a forcément des moyens de redresser tout ça. On cherche très souvent à gagner du temps. Mais la réalité, c'est que la différence ne va pas se jouer sur le temps, puisqu'on a tous 24 heures par jour, mais elle va se jouer sur comment on va utiliser notre temps, comment on va jouer avec l'énergie qu'on a, notre force de communiquer et notre capacité à mettre en ordre les priorités, on va dire. Et on va aussi prendre en charge la posture qu'on appelle, et c'est pas la posture physique dans ce cas-là, c'est la posture décisionnelle et relationnelle. Quand je parle de posture, je veux donc dire comment on se situe en fait, comment on se positionne dans notre rôle. Est-ce que je subis? Est-ce que je réagis? Ou est-ce que je choisis et j'assume? Très souvent, c'est des questions qu'il faut qu'on se rappelle. Si je subis, si je réagis ou si je choisis et j'assume, c'est clairement une grande différence dans notre approche et dans notre façon de gérer le quotidien, la surcharge. On va prendre l'exemple de deux personnes, par exemple, qui peuvent avoir la même charge de travail. L'une se sent débordée et l'autre se sent responsable et structurée. Il y a pourtant la même charge de travail, les mêmes objectifs, les mêmes comment dire, la même quantité, on va dire, pour qualifier la même quantité de tâches à faire, mais d'une personne à l'autre, en fait, la charge de travail, la gestion du temps va être complètement différente. Et donc, ce qui change, c'est pas le temps, parce on a encore une fois tous le même temps, mais c'est vraiment la posture et l'approche qu'on a, la posture décisionnelle et relationnelle envers le temps et envers nos obligations. C'est donc en fait là que le management holistique devient puissant. Il s'agit pour le coup d'une cause, pas seulement sur l'organisation. Et si nous changions de perspective? Et si le temps n'était pas quelque chose qui nous manque réellement, mais quelque chose que nous valorisons, pas toujours malheureusement à sa juste valeur, parce que on le valorise vraiment et on le protège, vraiment, je ne suis pas sûre. Et et qu'on le planifie, qu'on le respecte, qu'on le structure, mais autrement. Et en fait, si on arrive à se repositionner différemment en se disant j'ai pas le temps, ou bien est-ce que je veux prendre le temps, euh, est-ce que je dois prendre le temps, est-ce que c'est un sujet qui me demande de prendre le temps, qui me demande de justement décider que je dois prendre le temps de le faire, ça va changer toute notre façon de travailler, de décider et de vivre au quotidien. Et ça va également nous aider à valoriser vraiment une place de notre temps. Par exemple, je me souviens, il y a des années en arrière, toujours avoir l'impression de dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais en fait, si je prends pas le temps, j'aurai jamais le temps de le faire. Donc ça veut dire ici vraiment se dire que c'est pas le temps qui passe vite, c'est ce qu'on en fait et c'est comment on l'utilise et comment on l'organise. Euh, et en fait, toute cette conception qu'on a là, je ne l'ai pas inventée évidemment, mais elle m'a servi à moi et j'ai été directement concernée parce que aujourd'hui, heureusement, j'ai réussi à trouver un équilibre, j'ai réussi à avoir une structure dans ma vie qui me permet de faire beaucoup de choses. Donc, par exemple, être entrepreneuse, être engagée dans plusieurs activités professionnelles et associatives, mais à la fois aussi avoir une vie personnelle riche et exigeante. Et ce mélange de rôles ressemble beaucoup à la réalité de nos jours et à tout ce qu'on fait, surtout quand on est expat et entrepreneur. On a toujours plusieurs casquettes, on a plusieurs attentes, on a plusieurs priorités. Et pendant longtemps, mon équilibre n'était pas du tout stable. Je faisais une ou deux choses et j'avais jamais le temps et je répondais tout le temps, j'ai pas le temps. Et donc, comme beaucoup de professionnels, j'étais tout le temps en train de courir. Je cours toujours encore aujourd'hui, mais en faisant beaucoup plus de choses. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette impression de stagner et de pas avancer, alors que finalement, avec le temps, j'ai réussi à créer un équilibre qui me permet de faire plus de choses. Et en l'occurrence, euh, grâce à tout ça, à la gestion du temps, à la gestion de ma posture émotionnelle et relationnelle, j'ai réussi
à trouver un équilibre. Avant, ma vie, elle n'avait pas d'équilibre. J'avais le sentiment que mon travail contrôlait ma vie, que j'avais pas le temps, que mes proches, mon équilibre. J'avais l'impression d'être tout le temps épuisée, de travailler beaucoup. Je travaille toujours beaucoup, mais avec un alignement plus équilibré sur la personne que je suis. Et, et, euh, et en fait, je pense que ce schéma-là où on a peu de, on est toujours dans l'urgence, où on a une fatigue émotionnelle, on a trop de choses à faire. C'est pas un schéma personnel, même si je viens de parler de mon expérience à moi, c'est surtout un schéma qui est reconnu partout pour la majorité d'entre nous, surtout entre femmes, on va dire, puisqu'on n'est que des femmes aujourd'hui. J'en profite pour dire que quand on est maman également, c'est évidemment pas évident d'arriver à tout faire à la fois. Mais il faut trouver un équilibre, il faut trouver une façon de pas seulement subir la charge, mais décider de qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui doit réellement changer en fait. Qu'est-ce que je dois réussir à faire pour trouver un équilibre qui ressemble plus à celui-là, qui est donc justement un équilibre où j'ai un peu plus de tout dans ma vie, sans que ce soit parfait, on est d'accord, sans que ça arrive du jour au lendemain, on est d'accord. Le changement pour moi, ça a été l'alignement, c'est-à-dire entre ce que je fais, comment je le fais, et même si c'est pas parfait, même aujourd'hui, ce qui est devenu plus clair et plus fluide pour moi, c'est prendre des décisions qui soient cohérentes avec mon équilibre, qui est mes quatre vies, entre guillemets. Je me souviens, mon père, quand j'étais petite, me disait, tu sais, la vie, c'est comme une chaise, elle a quatre pieds. Donc la vie sociale, la vie émotionnelle, la vie personnelle, la vie professionnelle. Si on en enlève une, on peut plus s'asseoir, c'est bancal, c'est compliqué et ça devient compliqué d'avancer. Et ben c'est là la même chose. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver un équilibre dans notre vie professionnelle, mais aligné avec notre vie personnelle, à un moment donné, ça marchera plus. Très souvent, on met en avant le travail, entre guillemets, la vie professionnelle et pas souvent la personne qu'on est ou ce qu'on aime faire ou lié à nos émotions, à ce qu'on est capable de gérer ou de pas gérer. Alors, c'est en fait ça, le management holistique. C'est considérer que le professionnel est pris dans sa globalité, c'est-à-dire que la performance ne dépend plus de ce qu'on fait en tant que compétence. Je suis compétente en gestion d'entreprise, je suis compétente en gestion de temps, mais aussi elle dépend de votre énergie, elle dépend de votre état émotionnel, du contexte, de la qualité des relations. Quand ces éléments sont ignorés, malheureusement, on compense avec plus d'efforts et plus d'efforts finir par créer la surcharge. C'est-à-dire que si j'essaye toujours de travailler un sujet qui est par exemple pas le mien ou que je maîtrise pas, ça va me demander beaucoup plus de temps. Si j'essaye de travailler à un moment donné où il y a les enfants qui sont tous à côté, qui font du bruit, j'arrive pas à me concentrer, ça va me demander 3 fois plus d'énergie. Si j'essaye absolument de finir un projet, mais que j'ai appris une mauvaise nouvelle 1 heure avant, émotionnellement, je vais pas avoir ni le temps ni l'énergie de faire les choses comme il faut. Donc, il faut toujours essayer de trouver un moment, dire, OK, j'ai un deadline, j'ai un projet à présenter, je dois le faire, mais est-ce que là, je peux le faire? Est-ce que c'est pas plus intéressant de prendre une petite pause ou bien de partir de cette pièce et d'aller dans un autre endroit où je pourrais être plus au calme pour être sûr que mon approche holistique soit pas parfaite, mais équilibrée. Et donc là, évidemment, revient les défis spécifiques, surtout le contexte d'expatriés qui amplifie tout ça, les attentes, les responsabilités, évidemment la pression de devoir réussir. Parfois, quand c'est des expatriations courtes, en plus, on doit le faire rapidement. Il y a aussi le côté multiculturel qui peut créer de vrais malentendus. Pas parce que les gens sont difficiles, mais parce que les codes changent, parce qu'on vit dans un pays où tout est différent. Parfois d'un pays à l'autre, surtout par exemple les États-Unis, on ne vit pas de la même manière qu'en France ou qu'en Europe, on est d'accord. Et pour les entrepreneurs, la solitude décisionnelle, c'est un point invisible, mais ça en fait partie aussi. Quand on est une micro-entreprise et on est seul à gérer son entreprise, on a aussi cette solitude de dire est-ce que je fais bien,
Est-ce que ça devient une charge mentale un peu? Est-ce que c'est la bonne direction de ne pas pouvoir forcément toujours en partager nos idées, sauf quand on a le réseau Expat Pro avec qui on arrive à créer pas mal d'échanges. Donc voilà. Donc en fait, il faut une approche globale qui est souvent plus efficace qu'une simple approche de productivité. Il faut absolument que je termine mon projet. Oui, mais dans quelles conditions est-ce que je peux le faire? Et qu'est-ce qui est favorable justement à cette approche holistique? Donc l'idée, c'est pas d'en faire forcément plus, c'est plutôt d'être plus clair, mais plus aligné aussi, et donc plus efficace avec un moins de coûts internes. C'est-à-dire que ma charge mentale, mon stress, va probablement m'aider à avancer plus rapidement. Un autre exemple personnel, il y a des années en arrière, j'avais pas le temps de faire du sport parce que je prenais pas le temps de le faire. Aujourd'hui, mon sport, il est d'abord sur mon emploi du temps et après j'ai mes réunions, après j'ai mon travail, mes obligations, mais mon sport qui va me faire du bien ou qui va me déstresser va être une priorité. Donc il faut que je l'ajoute sur mon agenda avant tout. De même que si vous préférez, vous avez besoin de voir la famille ou d'aller faire une marche ou d'aller lire un livre à votre convenance, mais il faut absolument qu'on trouve un équilibre, pas dans la performance intense, mais dans la performance qui est plutôt durable et qui est forcément toujours plus stable que la performance intense. Par exemple, on croit souvent que l'agenda c'est le problème, la faute de temps. Mais très souvent, le problème c'est pas l'agenda, c'est l'énergie. Je parle pas là de motivation ou d'enthousiasme parce que très souvent la motivation et l'enthousiasme y sont. Mais je parle plutôt de la capacité mentale et émotionnelle à être clair, à être concentré, à être stable dans nos prises de décision et à avancer sans douter, sans se dire il faut que ça soit parfait, il faut que j'y revienne plusieurs fois dessus. Et donc, par exemple, quand l'énergie baisse, même légèrement, tout devient beaucoup plus lourd. Donc, la concentration diminue. Les décisions deviennent plus difficiles à prendre. Les échanges deviennent plus tendus en communication. La charge mentale augmente. Et c'est à ce moment-là que le temps vraiment, il se compresse alors qu'on a évidemment tous le même nombre d'heures et le même agenda. Donc, ce n'est pas ce que vous avez plus à faire, c'est ce que vous avez le moins de ressources possible pour justement faire ce qui est nécessaire. Si on prend l'exemple, par exemple, là, du sable et de la pierre. Donc, imaginez que votre journée, c'est un bocal. Si vous commencez par la remplir de sable, donc des tâches urgentes, des petites tâches, souvent peu essentielles, même s'il faut savoir les faire et trouver le temps de le faire, il y aura plus de place alors pour les pierres. Les pierres, elles, ce sont les décisions importantes. Donc, les relations clés, la relation stratégique, ce qui conduit vraiment à l'aboutissement d'un projet professionnel ou bien dans l'organisation d'une journée même. Le management holistique, justement, consiste à remettre d'abord les pierres, donc tout ce qui est important, les décisions les plus importantes, savoir se concentrer, réfléchir, avancer, des réunions qui sont vraiment primordiales. Et à partir du moment où vous avez mis les pierres, ensuite, la vraie question est qu'est-ce que vous mettez ensuite dans le bocal? Est-ce que vous rajoutez plus de pierres? Est-ce que vous rajoutez plus de sable, donc l'urgence ou l'essentiel? Donc là, le problème, c'est pas que vous allez en faire trop, c'est que vous allez en faire de manière à impacter votre temps et votre énergie différemment. Donc la question qu'il faut régulièrement se poser quand on se sent un peu surchargé, c'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre en premier dans mon bocal? Est-ce que j'ai envie de mettre une pierre, plusieurs pierres ou bien un peu de sable? Et ce qui va vous aider évidemment à passer du faire au être, c'est-à-dire que dans les périodes de surcharge, on est en mode il faut faire. C'est la to-do list qu'on connaît tous. Alors, j'ai la BEB, on l'a tous. Mais voilà, on exécute, on répond, on gère et on avance. Pour le coup, ça, c'est très bien, mais ça suffit pas. Ça va pas nous permettre d'en faire plus, ça va pas nous permettre de réorganiser notre temps. Si aujourd'hui je suis maman et j'ai une seule entreprise, en faisant que ma to-do list, je pourrais pas intégrer un nouveau projet qui m'est important ou que j'ai vraiment envie de mettre en place. Donc la deuxième question là qui va être, c'est qu'est-ce qui veux-je être dans mon rôle? C'est quoi mon rôle professionnel?
quelle posture est-ce que je veux incarner dans mon rôle de manière générale? Quelles sont mes valeurs au-delà de je veux faire et je dois faire? Beaucoup de professionnels restent bloqués dans le faire parce qu'ils n'ont pas la clarté, leur être. Il y a quelques années en arrière, quelqu'un m'a demandé, Davina, tu es qui? Présente-toi. Alors j'ai évidemment répondu comme tout le monde. Eh ben, je suis une maman, je, j'ai cette entreprise, je fais ci, je fais ça. Ok, très bien. Mais là, elle m'a dit, tu m'as listé des rôles que tu as dans ta vie, mais tu n'as pas listé qui tu veux être. Donc, qui je veux être, c'est-à-dire comment je veux que mon entreprise me ressemble, comment je veux que les actions que je prenne soient alignées avec mon entreprise, quelles sont les intentions que je veux mettre en place qui vont m'aider à simplifier les choix, par exemple faire des choix qui vont m'aider à simplifier mon expérience professionnelle avec tout ce que j'ai besoin de gérer et qui va m'aider à récupérer du temps et de l'énergie. Si on passe notre temps à faire des choses qu'on ne maîtrise pas, on va perdre notre temps à essayer de vouloir le faire absolument. Mais si on essaye d'avoir un métier, un rôle ou bien une intention qui nous ressemble, qui est alignée avec ce que nous sommes, alors on passera moins au to do et on deviendra plus ce que je veux être, to be, on va dire en anglais. Et quelle est la différence entre les deux? Eh ben alors, on parle souvent de passer du faire à l'être. C'est pas forcément facile à expliquer, c'est pas forcément facile à définir, mais si on le comprend, ça peut vraiment tout changer. Donc le mode faire, c'est quand on réagit. Comme j'ai dit avant, on exécute, on répond, on remplit, etc. On avance, mais en fait, on choisit pas vraiment dans quelle direction. Alors que le mode être, c'est plus différent. C'est-à-dire qu'on va agir à partir d'une posture, donc comme j'ai dit avant, d'une intention, de valeur. Et c'est là que vraiment on va sentir prendre le lead de notre vie, le leadership de nos projets, de notre expérience professionnelle, et que ça va être plus clair pour nous. Parce qu'on sait quel est le rôle, quel est notre rôle. On va pouvoir être capable de simplifier, on va pouvoir être capable de prioriser, et on va pouvoir être capable d'avoir plus d'impact en moins de temps sans forcément en faire beaucoup plus. Donc le leadership ne commence pas quand on en fait plus, il commence quand on devient plus clair avec qui on veut être. Et ça joue aussi sur, évidemment, les émotions. Et tout est lié, on va voir pourquoi après. Les émotions ne sont pas liées et ne sont pas séparées au travail. Elles influencent notre perception, notre capacité, notre manière d'interagir. Je vais donner un exemple. Moi, je travaille de la maison, donc je vais plus au bureau, mais quelqu'un qui va au bureau le matin, qui s'est disputé avec son ado dans la voiture en la déposant à l'école, va forcément arriver avec une énergie qui est différente que si on s'est levé de bonne humeur, qu'on a été faire notre marche, qu'on a eu un peu de temps pour nous. Voilà, mais les émotions vont forcément influer la performance, elles vont forcément consommer notre énergie et on va finir par perdre du temps, du conflit, de la fatigue, de la procrastination et on va être sur le surcontrôle. En revanche, si on essaye d'essayer de gérer au mieux notre émotion et d'avancer de manière plus, comment dire, plus tolérante, pareil, la communication va avoir un impact. Donc, elle va avoir une intention. Donc, si j'arrive en étant fatiguée, de mauvaise humeur, ça va avoir un impact sur ma communication émotionnelle et même au travail, à ma réunion. On va pouvoir essayer de dire les choses d'une manière qui est logique, mais qui va être perçue complètement différente parce que l'intention, parce que l'énergie, parce que la fatigue va avoir une différente impact sur la personne qui est en face de moi. Et donc, développer une communication émotionnelle va nous permettre d'éviter justement l'usure relationnelle et émotionnelle. Donc, si j'essaye de me dire, OK, je laisse mes problèmes derrière, il vient de se passer ce qui s'est passé, mais je vais essayer d'être plus à l'écoute, je vais essayer d'être plus présente, d'avoir une intention d'échange, ma communication émotionnelle va forcément changer et va forcément avoir une bonne impact. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la situation récente que j'ai donné, l'exemple justement où je me suis disputée avec ma fille avant de la déposer à l'école, j'arrive au bureau, et ça crée un stress, un conflit et parfois une perte de temps.
Et donc, forcément, ça crée un mauvais alignement avec nos émotions, avec notre communication et avec notre temps. Mais tout ça, ça se travaille. Si j'ai un bon alignement et que je me sens bien avec moi-même, mon état émotionnel, mes intentions vont être différentes et va avoir un autre impact. Donc, ça paraît comme ça subtil. Ici, je vous donne pas des conseils de block time ou comment gérer votre temps de manière comme on la connaît dans les entreprises où on va faire vraiment du time management structuré. Pour moi, ici, l'intérêt, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre que finalement, si on a vraiment envie d'intégrer plus de projets à notre vie ou si on a envie d'en faire plus pour le boulot ou d'être là plus pour les enfants tout en continuant à travailler, en fait, ça part de soi. C'est-à-dire que ça va être nous sommes responsables de notre temps, du temps qu'on peut pas changer, qui est tel quel, c'est 24 heures. Nous sommes responsables de ce qu'on fait de ce temps. Et si on décide de se faire confiance, si on décide de se dire, je peux le faire, j'en suis capable, si on décide de gérer les émotions de manière à ce qu'on puisse justement en faire une énergie positive et de pas tirer avec nous tout ça, forcément, ça aura un impact différent sur notre approche, sur notre façon de gérer les choses. Bon, là, sur la présentation, il manque le texte, il ne s'est pas écrit correctement, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, si j'avais envie de donner 3 ajustements concrets pour reprendre la main, il y a évidemment des tas d'autres moyens de le faire. La gestion du temps, la gestion de l'énergie. Évidemment qu'on peut rentrer dans les détails de comment gérer un moment où on est émotionnellement, on perd un peu le contrôle ou comment gérer ses journées, travail, etc. Mais vraiment ici, ce qui m'importe, c'est que vous soyez conscient que en fait, votre temps, c'est vraiment, c'est à vous de décider ce qui mérite, euh, comment je veux donner mon temps, à qui je veux donner mon temps. Pourquoi est-ce que je vais le donner à ce projet-là? Disons que l'énergie, c'est comme une monnaie, en fait, on va dire. On travaille, on gagne de l'argent, on en perd, d'accord? On en dépense parce qu'on paye ou alors parce qu'on le gagne. Ben, disons que notre énergie, c'est de la monnaie. Elle est une ressource, c'est un actif. Donc, chaque décision que vous allez prendre, elle va être tout aussi importante que quand vous avez des dépenses à mettre en place, combien je vais payer, combien je dois donner pour cette prestation. Donc, chaque interaction, ça coûte quelque chose. Décider de faire un nouveau projet, décider de se concentrer davantage, décider de prendre le temps pour soi pour réfléchir, tout ça, ça a un impact et ça a une valeur, même si on la voit pas parce que c'est pas de l'argent sur un compte en banque. Mais pour moi, en fait, la monnaie la plus importante, c'est notre énergie et ensuite vient la monnaie de l'argent, etc. Donc, utilisez-la comme une ressource, comme un actif et faites que chaque interaction, chaque chose que vous décidez de faire puisse vous aider à gagner du temps, vous aider à être plus clair sur vos objectifs et évidemment toujours se reposer la question, mais est-ce que ce projet-là mérite mon temps? Est-ce que ce projet-là est aligné avec ce que je veux faire? Et apprendre à dire non, du coup, évidemment, dire bah non. Alors, j'aurais peut-être aimé le faire, mais il faut peut-être attendre un peu plus tard, je le ferai plus tard, ou alors carrément vraiment dire non complètement, ou alors essayer de le mettre un peu de côté. Le deuxième levier qui est entre vos mains, dont nous sommes les seuls maîtres du jeu, c'est protéger votre énergie comme une ressource stratégique. Donc, quand je reparle quand je parle d'énergie, évidemment, on ne parle pas seulement de l'énergie physique, mais on va dire l'énergie mentale, la charge mentale, émotionnelle, relationnelle. On la connaît tous, on a beaucoup de choses à gérer. Donc, accepter, par exemple, un rendez-vous quand vous êtes déjà saturé, répondre immédiatement à tout au lieu d'essayer de le faire plus tard, ou bien ne jamais prévoir de temps de récupération parce que le temps de récupération est tout aussi important que le temps de performance. Moi, personnellement également, il y a eu très souvent des moments où je disais mais je peux pas aller faire du sport, je peux pas aller voir une copine, je peux pas lire un livre, j'ai pas le temps. Et en fait, peut-être que justement, si on le faisait, ça va nous donner peut-être des outils, ça va peut-être nous permettre de
de ralentir un peu pour mieux comprendre. Peut-être qu'en fait, si justement prendre le temps de la récupération, c'est pour mieux avancer et avoir une meilleure capacité à être présent et à être efficace. Parfois, protéger son énergie, c'est aussi donc choisir de prendre du recul, de préserver le temps personnel, dire non à une réunion quand il faut aller chercher les enfants, ou alors ne pas répondre au téléphone quand on a besoin de parler à sa famille, par exemple. Ce genre de choses, c'est également une façon pour vous de gagner du temps, de sauver votre énergie et de préserver votre ressource stratégique, en fait, qui est donc pour moi l'énergie. Et enfin, le troisième levier qui est tout aussi important, c'est clarifier ses communications au lieu de compenser par l'effort. Beaucoup de surcharge vient de malentendus, de non-dits ou d'attentes floues. Donc, on va travailler en compensant, en travaillant plus, en expliquant plus, en essayant de rattraper. Alors que le problème, souvent, c'est pas les non-dits, enfin, c'est pas la communication en elle-même, mais c'est surtout que nous, on est perdu en fait. Donc, clarifier sa communication, ça veut dire c'est ce qui est attendu, ce qui ne l'est pas, ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas, ce que je veux absolument mettre en avant parce que c'est aligné avec ce que je suis ou ce qui ne l'est pas. Et ça va nous faire gagner du temps, évidemment, et de l'énergie. Ces trois ajustements, appliqués progressivement, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire tout du jour au lendemain, ça va vous aider à changer en fait votre quotidien, ça va vous aider à changer la perception de votre temps. Il s'agit évidemment pas de tout mettre en place du jour au lendemain, mais il s'agit de te poser chaque jour avec des petits choix, mais qui sont plus alignés avec ce que nous sommes et ce que nous avons envie de faire. Et c'est ces petits choix répétés qu'on va régulièrement continuer à mettre en place qui vont reconstruire la clarté, l'énergie, la stabilité. Donc l'alignement, évidemment, ne se décide pas en une seule fois, elle se construit dans le choix du quotidien, dans les décisions qu'on prend. Et j'insiste sur le fait qu'il faut les répéter. Donc si par exemple vous décidez que chaque semaine vous allez mettre en place quelque chose de nouveau dans votre emploi du temps ou dans vos habitudes, par exemple une semaine vous mettez en place le temps pour moi, quel qu'il soit, 5 minutes, 30 minutes, 30 minutes de marche disons. Donc vous l'intégrez la première semaine et après la deuxième semaine, vous le gardez et vous rajoutez encore un autre objectif. Dire non, repousser des projets qui tombent à un moment donné où ça n'a pas de sens, où je ne peux pas, par exemple, euh, pour éviter justement justement pour trouver cet équilibre en fait, tout simplement, pour essayer d'avancer avec le plus de clarté possible. Donc, si on doit retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que le temps, l'énergie et la communication, pour moi, sont tous liés. Ils fonctionnent pour moi comme un système. Dans un contexte d'expatrié ou d'entrepreneuriat encore plus, ce système est constamment sous pression. Donc, plus vous avez créé d'alignement, plus vos décisions deviennent claires. Plus vos décisions deviennent claires, plus votre communication devient fluide. Et donc, plus votre performance devient durable. Donc, c'est un cercle, en fait. Donc, il faut toujours se rappeler que ça commence par l'alignement et ça va ensuite arriver à ce qu'on appelle la performance durable et non pas intense. C'est pas une course, mais c'est vraiment une cohérence avec ce qu'on construit dans le temps. C'est-à-dire que si on veut avoir l'impression de pas stagner et de toujours avancer, il faut vraiment créer ce système où on va prendre en compte notre temps, notre énergie et notre communication et trouver cet alignement qui va nous aider à prendre les décisions et à avancer durablement. Parce que en fait, c'est ça qu'on veut. C'est pas l'idée juste de faire quelque chose, c'est le fait de le faire, mais de continuer à le faire pendant longtemps. Avant de continuer, je vais juste faire une parenthèse encore sur une expérience personnelle. Il y a 4 ans, j'ai relancé une association qui est de zéro et tout le monde m'attendait au tournant en me disant tu tiendras jamais, tu n'y arriveras pas, c'est trop de travail, il y a trop de choses à faire, c'est du bénévolat et en plus tu travailles et en plus tu as tes enfants. Donc ils étaient sûrs et certains que je ne tiendrais pas. Et j'ai réussi à tenir.
j'ai réussi à tenir parce que je me suis choisie avant tout, parce que c'était aligné avec ce que j'avais envie de faire et parce qu'en fait, on est le pilote de notre parcours professionnel. Parce qu'évidemment, le bénévolat, c'est pas un parcours professionnel, mais ça fait partie de notre temps aussi. Donc, c'est un exemple qui est lié là. Donc, même dans des environnements exigeants, dans l'incertitude, même quand tout va très vite, en fait, chaque choix, et parfois même les plus discrets, arrivent à construire votre équilibre. Donc, certaines personnes repartiront aujourd'hui avec des idées, d'autres avec des prises de conscience. Moi, mon but, c'est que vous ressentiez le besoin de se dire qu'on peut le faire, on est capable. Euh, on peut structurer réellement la façon dont on travaille. On peut retrouver une clarté dans nos décisions. On peut décider d'aller plus loin, même si on a toujours ces 24 heures-là. En l'occurrence, par exemple, si vous êtes expat et entrepreneur et que vous avez besoin d'un réseau, moi, pour le coup, j'ai décidé de me joindre au réseau Expat Pro. J'aurais pu rejoindre 4-5 réseaux et j'aurais pu dire, bon, allez, je vais aller sur tous ces réseaux pour essayer de me faire connaître. Mais c'est pas le but. L'idée, c'est de faire, de prendre une décision qui vous ressemble, une décision sur laquelle vous allez vous engager, une décision, un choix qui va vous permettre de construire votre équilibre. Et finalement, quand j'ai intégré Expat Pro, finalement, j'ai réalisé que là, j'étais rentrée dans un réseau qui me faisait du bien, un réseau où j'avais moins de solitude, un réseau où je voyais que d'autres étaient comme moi, que finalement, c'était pas l'idée de me faire connaître qui était tout aussi importante, mais c'était surtout le partage, l'échange, etc. Donc, c'est vraiment important qu'on ait toujours besoin de faire des choix qui vous aident à créer un équilibre. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est grâce à ça que j'ai finalement aussi créé un de mes projets que j'aime le plus, qui est un cycle de 3 webinaires, où l'objectif est justement d'aider à structurer une activité alignée avec son mode de vie, avec sa gestion de temps. C'est une approche basée sur des techniques qui sont rapides, avec un travail de structuration, de posture et d'alignement, évidemment pas posture physique. C'est vraiment l'idée, c'est de partir de clarté et d'avoir une transformation professionnelle parce que tout ça, c'est possible, on peut le faire. On peut avancer et on peut avoir envie de faire des choses qui nous ressemblent et créer un modèle de vie en fait qui nous ressemble. Pas juste parce que nos enfants nous regardent et qu'on doit être un modèle pour eux, mais aussi parce que on a envie de se lever le matin en étant motivé et pas juste pour déposer les enfants à l'école, mais pour faire des choses qui nous plaisent, pour se dire que allez, soyons fous, je vais faire ça, je vais mettre en place ce projet-là, voilà, ce genre de choses. Et voilà. Donc, j'ai pas eu beaucoup d'interactions. Donc, j'aimerais bien maintenant, si vous voulez, on peut partager une situation, un défi professionnel. Si vous avez aussi une question, j'aime bien échanger du coup. Donc, c'est le meilleur moment pour moi, c'est d'en discuter avec vous et de voir avec vous qu'est-ce que vous avez envie de partager. Que l'une d'entre vous, puisqu'effectivement nous ne sommes que des femmes, euh, a envie de partager quelque chose. J'aimerais poser une question à Davina. Oui, Pour ceux et celles qui... c'est vraiment très intéressant et puis je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place individuellement quand on est... Surtout quand on est auto-entrepreneur, surtout quand on est expatrié. Euh, mais pour ceux et celles qui trouvent que toutes les idées sont bonnes, mais qui ne sauraient pas par où commencer, qu'est-ce que tu suggérerais ou recommanderais comme outil, en fait? Euh, comment choisir comment choisir sa posture, comment choisir là où on je va pense dépenser son il faut dès énergie, le début, etc. ouais. En fait, il faut dès le début savoir qui on est. C'est-à-dire quelle personne je suis, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui est lourd pour moi, qu'est-ce qui me pèse. Si on commence par savoir nous-mêmes et éveiller, voilà, moi je peux plus comme ci, je peux plus comme ça, il y a trop d'heures, etc. Donc il faut vraiment commencer par savoir qui on est au maximum. Et à Donc, partir du mon moment bilan, en où fait, faire un bilan de départ. complètement. Même ça peut être, c'est justement en fait c'est dans le webinaire que je propose les 3 modules. La toute première partie c'est des exercices en fait que je Mhm. donne justement pour essayer de mieux se comprendre, c'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui me fait aller vite.
Donc, c'est des exercices parfois écrits. Ça peut être tout simplement vraiment écrire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je dois faire, j'ai pas le choix de faire, mais que je peux faire différemment, et surtout qui je suis. Et à partir du moment où je sais ce que je suis, après, c'est plus facile pour moi de prendre des décisions. C'est comme, en fait, quand vous avez une entreprise, si vous n'avez pas une mission, une vision et des objectifs, vous allez dire oui et non à tout et n'importe quoi. À l'inverse, si on décide que j'ai une vision, je veux dans 5 ans être telle personne ou vivre à ce rythme-là, et voilà mes objectifs, ça va vous aider en fait à décider à quoi je dis oui, à quoi je dis non, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que j'arrête. Après, il y a évidemment des milliers de techniques, des exercices et des tools. Il y en a plein, mais en 40 minutes, c'est compliqué de tous les mettre en place. Mais pour moi, voilà, ça part vraiment du fait que qui je suis et quel est le rôle que je veux jouer. Et en commençant par ça, en fait, ça va vous aider vraiment à prendre les décisions qu'il faut au quotidien et que ça soit de plus en plus aligné. Merci. Moi, j'ai une situation que je veux bien partager personnelle. Avec Donc déjà, plaisir. merci beaucoup, Davina. C'est super. Moi, je me sens complètement dans justement dans cette situation de ne savoir, enfin, de me dire qu'il y a énormément de choses et comment les Mm, prioriser et l'idée de savoir qui je suis, d'être dans le choix plutôt que dans la réaction, ça me parle. mm, Enfin, ça me parle dans l'idéal. Après, on n'y arrive pas toujours. Mais moi, un des challenges que j'ai, donc moi, je suis coach et mon objectif aujourd'hui, c'est enfin, d'augmenter. J'ai un certain nombre de services, du coaching individuel, mais aussi des retraites, des ateliers, des cercles de parole. Mais ce que j'ai envie de développer, c'est vraiment plus le coaching et ce que je fais d'une certaine manière. Et en même temps, quand on est coach, c'est important, et j'aime ça, de se former, de continuer à se former au fur et à mesure. Donc j'ai plusieurs formations, mais j'ai vraiment un désir profond de continuer à me former. Et arriver à trouver la bonne balance, en fait, entre euh, euh, trouver du temps pour développer son business, parce que quand on est auto-entrepreneur, il y a mm. ça aussi. Il n'y a pas que pratiquer son métier, mais il y a aussi le développer. Donc, c'est finalement avoir euh, les services d'une entreprise, le service marketing, le service commercial, le service logistique, le service comptable. Donc, il y a toutes ces choses-là à faire. Toutes les Voilà, casquettes. toutes les casquettes à porter. En plus d'autres choses qui sont évidemment obligatoires, entre guillemets, dans la vie d'une maman, d'une femme et tout ça. Ouais, Donc, d'une femme. comment dissocier? Donc, c'est plus la question sans faire il y a la formation qui est importante. C'est une nourriture, mais c'est aussi un gage de légitimité envers mes clients et, Mm. et, et le développement du business, quoi. Alors, la première approche que je dirais, et c'est comme ça que moi je l'ai travaillé, c'est que j'ai découpé mes semaines et mes mois de façon à ce que j'ai des moments qui soient pour l'apprentissage, pour développer mon business, et des moments qui soient plus pour la gestion, management, micromanagement de parce qu'on est comme tout le monde, hein, on doit faire nos comptes, on doit faire, enfin, on a tellement de choses à faire. Donc en fait, par exemple, un conseil, les lundis et les vendredis, c'est 2 journées. Moi, les lundis, par exemple, je prends jamais de réunion. Jamais, 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 parce que je sais que le lundi, je suis hyper productive et que je vais faire beaucoup de choses où je suis très concentrée. En revanche, les vendredis, c'est fin de semaine, on est crevé, c'est compliqué, donc je vais pas m'atteler à essayer de développer mon projet ou à essayer de faire des formations parce que je sais que j'aurai peu d'efficacité, donc je vais plutôt faire les tâches qui sont redondantes, quoi, qui sont moins sympathiques. Donc déjà, j'organise mon temps de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des jours que je dédie, après chacun enfin, décide des jours en conséquence. Il y a des jours où je vais plus m'occuper de développer, de me former pour être sûr de pouvoir en faire quelque chose, de manière que mon énergie soit bonne. Évidemment, pas faire de formation les après-midi quand les enfants sont à la maison, ou alors essayer de le faire le soir. Mais c'est très important justement de trouver cet équilibre
entre I run my business, donc je dois faire marcher mon entreprise et je dois la développer et donc me développer moi-même. Si toi tu fais des choses que tu aimes et si toi tu as cette formation qui t'intéresse, auquel tu participes, le lendemain tu seras tellement contente de le faire que tu auras forcément l'énergie qu'il te faut pour essayer de la structurer et d'en faire un projet coaching qui aura du sens. Mais il faut que tu bloques ton temps. Il faut que tu dises, par exemple, les retraites, c'est une fois par mois. Les coachings one-to-one, c'est seulement les mardis, les jeudis, les mercredis, je sais pas moi, de telle heure à telle heure. Mais il faut que tu te dédies du temps pour les choses qui te font du bien, mais sans que ce soit trop, parce qu'il faut aussi que ça te rapporte, enfin, que ça développe ton business, quoi, tu vois. Faut pas passer trop de temps en formation. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Moi, je dirais tout simplement vraiment bloque-toi du temps. C'est-à-dire une fois par mois, 2 jours de formation. Je sais pas comment ça marche les formations que tu fais, Oui, mais voilà, si c'est 2 jours ou si c'est une matinée entière ou ce jour-là, je ne fais rien d'autre que me former et après je l'utilise pour en faire quelque chose d'autre. Donc ça, c'est oui, par oui. exemple le Vas-y, continue. Donc c'est, par exemple, ça c'est un tool pratique, tu vois. Mais en gros, à mon avis, il faut vraiment se concentrer sur des formations qui t'intéressent, ne pas dire oui à toutes les formations, choisir celles qui sont les plus pertinentes, choisir celles qui correspondent au temps et à tes heures données. C'est-à-dire que évidemment que si c'est en plein milieu du pick-up des enfants et que tu es en conduite, il faut pas le faire. Et trouver le temps aussi après ça de se dire, OK, j'ai été formée, j'ai fait cette formation, qu'est-ce que je fais de ça? Comment je l'utilise pour avancer? Après, on peut en discuter plus en détail. Il y a des exercices qu'on peut faire en fait qui te permettent de mieux structurer entre ta formation, ton temps de travail, le temps de développement, réorganiser un peu tout ça. Ouais. Oui, oui, ça me parle. Et quand tu parlais du lundi et du vendredi, c'est marrant parce que ça fait depuis 2 semaines, parce que j'avais effectivement ce challenge de me dire, j'ai toutes ces choses, c'est-à-dire toutes ces catégories, et je ne sais pas, elles ont toutes une forme d'importance et d'urgence. Et comment est-ce que je les choisis? Parce que, voilà, donc Important et urgent, c'est différent. oui, alors oui, important et urgent, c'est différent, mais il y en a plusieurs qui sont urgentes et importantes. Ouais. Donc comment est-ce que je les choisis? Elles sont dans des catégories différentes. Et du coup, j'étais en permanence en train de me dire, je suis peut-être pas en train de faire la chose la plus importante et urgente de ma to-do, entre guillemets. Et donc, Mm. j'étais tout le temps en train ça tournait dans ma tête. Et moi, j'ai choisi le lundi et le mercredi, où effectivement, je fais des tâches qui ne sont pas, qui sont autres que le coaching en soi. Donc, j'ai gardé le coaching pour mardi, jeudi, vendredi. Ça, c'est très Et bien. donc, le lundi et le mercredi, au moins, parce que j'ai trouvé, la clarté que j'ai trouvée dans ces 2 dernières semaines, c'est que au moins, quand je suis dans la recherche de est-ce que je suis dans l'important et dans l'urgent, c'est sur Mm. une plus petite masse de tâches. Parce que Mm. ce n'est que dans les tâches de coaching pour les mardis, jeudis, vendredis, ou ce n'est que dans les tâches logistiques, admin euh, et Tout ce formation. qu'il y Je a les besoin fais de là faire. aussi. Mm. Voilà. Donc ça me parle hein, Mais ouais, aussi. ça, c'est très important. Il faut vraiment diviser son temps de cette manière-là. Et évidemment, quand on travaille de la maison, alors, il n'y a pas de machine ou de je vais faire cuire 2 œufs entre deux. Faut vraiment trouver un moyen de se concentrer et de se dire, voilà, là, je donne toute mon énergie. Parfois même, ça peut être éteindre les téléphones, les notifications, tout, pour essayer vraiment que tu bénéficies de ce moment-là de sorte qu'il soit le plus important possible. Après, si les enfants appellent de l'école, il faut aller les chercher, c'est autre chose. Mais ce qui est vraiment important, c'est sur ces urgences et sur ces importances-là, qu'est-ce qui va me faire développer mon entreprise? Qu'est-ce qui va me faire m'aider à avancer? Qu'est-ce qui va être aligné avec ce que je veux faire? Ou bien qu'est-ce que je suis obligée de faire et j'ai pas le choix de faire. Tu vois, il faut vraiment essayer de différencier les urgences et les importances
et les organiser dans ta semaine de façon à ce que ça soit pas une contrainte et que ce soit pas pesant et prendre le temps peut-être, je sais pas, moi par exemple, quand il faut faire la compta, moi par exemple, je déteste ça, je vais le faire un jour où je sais que j'aurai rien, tu vois, je vais pas aller à une réunion juste après, je vais essayer de me poser, prendre le temps de le faire de manière cohérente. Ce que je veux dire, c'est que il y a des techniques, c'est tout ça, il y en a, enfin les coachs peuvent en parler mieux que moi. Moi, je suis pas coach, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand on comprend que en fait notre temps, il a une vraie valeur, que notre temps c'est une vraie monnaie, autant que l'euro, que le dollar, que tout le reste, ça va t'aider à prendre les décisions qu'il faut. Quand tu comprends que si tu vas faire un projet qui te correspond pas, que ça va prendre ton énergie et que ça va prendre ton temps, de la même façon, en fait, c'est un cercle vicieux, tu vois. Donc la question, dès le début, elle va revenir à est-ce que mon temps, est-ce que ce moment que je vais donner à ce projet ou à cette personne a vraiment le mérite de ce que je veux faire et de ce que je suis en train de faire. Tu vois, donc il faut que tu considères juste que chaque heure, chaque moment que tu passes à donner de toi, de ton énergie, il faut que ça soit cohérent avec et aligné avec ce que tu veux être et ce que tu veux faire. Ouais, merci. Mais c'est bien que tu te poses les bonnes questions déjà. Hein. Et ce C'est que pas, ça va pas venir du tu jour au as dit- lendemain. Hein. Non, non, c'est sûr. Et ce que tu disais sur chaque minute, en fait, à quoi tu le dédies, j'ai entendu récemment une personne dire, et ça me parle, c'est quel est le besoin que c'est en train de remplir. Et effectivement, parce que tu as parlé d'un autre truc, c'est les distractions qui sont en permanence, qui nous Mhm. sollicitent, le ding du téléphone, donc les notifications, les choses comme ça. Et, Enlève-les. et- et voilà, ça c'est. Non, mais ça fait Coupe-les. déjà un peu de temps que je les ai coupés, mais malgré tout, je sais pas, il y a des choses. Et se dire, est-ce que ça remplit un besoin, ça m'aide personnellement à sentir si j'ai envie d'investir du temps là-dedans ou pas, quoi. Oui, complètement. Et parfois prendre du recul aussi, sortir de devant ton ordinateur, sortir de ta formation, aller marcher, lire un livre, faire du sport, ça t'aide aussi à te dire, OK, qu'est-ce que je fais de ça? Je vais où? On n'en parle pas, il faut toujours qu'on soit productif, il faut toujours qu'on soit performant, il faut toujours que, mais en vrai, ça marche pas comme ça. Il faut aussi des moments où on puisse prendre du recul et décider de dire, est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que ça me convient? Mais si t'as pas de moment pour toi pour réfléchir, tu pourras pas te poser les bonnes questions. Tu vois? Donc, il faut, voilà, encore une fois, je pense que le côté important, urgent, tout ça, c'est des techniques de gestion de temps, mais que se garantir que le temps qu'on a et notre énergie a une vraie valeur et un vrai asset, et s'en servir au mieux qu'on peut, je crois que c'est vraiment la base qui va t'aider à prendre les bonnes décisions, en tout cas. Je vois qu'on arrive à la fin de l'heure impartie. Est-ce que vous avez encore une question éventuellement à poser à Davina avant qu'on se quitte? Ou est-ce qu'on s'arrête là? J'ai l'impression que les questions ont été posées. Eh bien, merci à toutes de votre participation. Merci beaucoup, Davina, pour cette présentation très inspirante et qui donne matière à réfléchir. Euh, Merci, Margot. à bientôt dans le réseau Expat Pro et puis vous aurez le replay bientôt par mail et sur la chaîne YouTube de Expat Pro. Merci beaucoup à toutes pour votre Merci, participation. Cécile. Merci, Merci. Catherine. Merci, Merci. À bientôt, Anne-Laure. Davina. Merci, Merci, Davina. Au revoir, Merci, Sylvie. Anne-Laure. Margot. Au revoir. Merci à toutes. Au revoir.